troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Malika Chia, Samuel Gambok et Gracien Okindikiza. C'était ce vendredi 20 novembre, la journée internationale des droits de l'enfant. Il y a 26 ans, l'ONU adoptait la Convention internationale des droits de l'enfant, un texte qui apporte des garanties dans plusieurs domaines, dont la santé et l'éducation, mais aussi en temps de guerre. Awar Barkala. L'UNICEF a célébré ce 20 novembre la 25e édition de la Journée internationale des droits de l'enfant. Depuis son adoption le 20 novembre 1989, la Convention internationale des droits de l'enfant, ratifiée par la plupart des pays membres des Nations Unies, vise à mieux protéger les mineurs, notamment en matière d'agression sexuelle, mais aussi et surtout dans le cadre des conflits armés. En ce qui concerne le Cameroun, en ce qui est de ce qu'on a appelé des droits de l'enfant pour l'éducation et la santé, le Cameroun a eu des avancées énormes. D'abord, en matière de santé, nous avons eu un accent particulier sur la prise en compte de la mère et l'enfant. C'est parce qu'il y a un credo au Cameroun en ce qui concerne les hôpitaux, ce qu'on appelle ici la prise en charge du bébé et l'enfant. Donc l'enfant vient en première ligne sur la prise en charge effective pour la promotion de cet enfant. L'accès à la santé, à l'éducation, à la protection de la mère et de l'enfant, la lutte contre le travail des enfants sont autant de garanties contenues dans la Convention internationale des droits de l'enfant, des objectifs encore loin d'être atteints. Les chantiers sont énormes. Pour vous signaler, aujourd'hui, même à Yaoundé, le ministre de la promotion de la femme et de la famille était en train de présider un séminaire pour la promotion des droits de l'enfant. Au niveau du Cameroun, il y a ce qu'on appelle l'éducation gratuite au niveau du primaire. Elle est gratuite pourquoi? Pour la promotion effective de l'enfant, pour que l'épanouissement scolaire intègre tout le processus que je vais énumérer en partant de la santé jusqu'à l'adolescence. Cette année, l'UNICEF se félicite de la diminution significative de la mortalité infantile et une hausse du nombre d'élèves scolarisés dans le monde. Enfin, la promotion de l'égalité des sexes chez les plus petits ouvre de nouvelles perspectives, notamment pour les filles. Gracia, est-ce que d'après vous, cette convention signée par l'ONU sur les droits des enfants a apporté de véritables avancées sur le terrain ? Oui, il y a des avancées, mais encore faut-il que ces avancées s'imposent aux États, parce que surtout, on parle des droits des enfants, mais disons qu'on dit que tous les hommes naissent égaux, mais en réalité, ce n'est pas vrai. Un enfant qui naît en Afrique, un enfant qui naît en Europe, déjà, ils n'ont pas les mêmes droits. Si lui qui naît en Europe, au moins il a le droit, il ira à l'école, il pourra être soigné, mais c'est lui qui est en Afrique. Tout dépendra du pays dans lequel il se trouve. Donc, si vraiment il faut respecter ces conventions, il faut que, par exemple, l'Union africaine impose aux États africains d'abord l'accès aux soins de santé de tous les enfants, par exemple, de moins de 8 ans, gratuitement. Que chaque État se débrouille, mais gratuitement, que l'enfant puisse se faire soigner, que la maman qui est enceinte puisse se faire soigner, que aussi la scolarité soit obligatoire et gratuite jusqu'au moins à la fin de l'école élémentaire ou l'école primaire selon les pays. Sans cela, chaque État fait comme il entend. Et finalement, les droits des enfants sont bafoués par les mêmes États qui devraient les protéger. C'est vraiment, il faut que ça soit obligatoire parce qu'on sait bien que nos États, finalement, non seulement il y a certains États qui respectent les droits, qui ne respectent pas les droits des enfants, mais aussi les droits de l'homme. Malik, quel regard portez-vous sur les droits de l'enfant en Afrique ? Gracien a raison de dire que c'est pas un cliché de dire qu'effectivement un enfant qui naît en Europe a plus de privilèges, ou plus de droits, ou plus de droits qu'un enfant qui peut naître sur n'importe quel pays en Afrique, bien qu'il y ait des différences, bien évidemment, pour ne pas être caricatural. Je pense que il y a eu des avancées, mais le problème, c'est que nous savons que l'enfant est la personne la plus exposée au terrorisme, à l'enrôlement. Malheureusement, les enfants soldats sont encore très nombreux en Afrique. Il y a la responsabilité des États, parce que même parfois, il y a eu des États qui n'ont pas été très vigilants et je dirais même très sévères contre les organisations qui enrôlaient des enfants. Pourquoi? Parce que c'était aussi un bénéfice pour eux, pour se permettre de rester au pouvoir. Donc il y a eu un laxisme malheureusement. Et je pense qu'il faut dire, et Gracien a raison de le dire,
quand on voit les politiques qui ont été menées en Afrique, là où la politique publique était très présente, avec la gratuité de l'école, la gratuité des soins, c'est là où on a le meilleur taux de scolarisation. C'est là où on voit que les enfants ont été, je dirais, protégés dans un cadre meilleur. Et là où vous voyez qu'il n'a pas eu cette politique-là dans les autres pays africains, vous voyez les résultats aujourd'hui qui peuvent être malheureusement dramatiques. Donc il faut une véritable politique de l'enfant, parce que l'enfant, bien sûr, effectivement, ce n'est pas... Je ne vais pas faire découvrir aux gens, c'est l'avenir effectivement de tout un pays. Donc protéger l'enfant, c'est essentiel. On a encore beaucoup de travail à faire en Afrique. Ça prend son chemin, mais il faudra aussi faire face aux conflits. Et là, on parle du terrorisme. Et les enfants sont les premières victimes du terrorisme. Merci. Dans l'actualité également, la première édition du forum Investir au Congo a débuté ce jeudi au Palais des Congrès de Brazzaville. Environ 800 participants échangent sur les opportunités d'affaires dans le pays. Un événement placé sous le thème de l'émergence et de la diversification économique. Un reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Les investissements au cœur de l'émergence au Congo, c'est le thème du forum Investir au Congo-Brazzaville, ouvert ce jeudi 19 novembre dans la capitale congolaise. Sous le haut patronage du président de la République, Denis Sassou Nguesso, ce forum est un cadre qui réunit les opérateurs économiques venus de 5 continents. Pourquoi devrait-on investir au Congo? C'est l'une des questions à laquelle le forum ICB va répondre. Un territoire de 342 000 km². Une façade maritime de 170 km. Son port en eau profonde, parmi les plus performants du golfe de Guinée. Le Congo tient en Afrique centrale une position géographique qui en fait le pays de transit par excellence. Avec un marché riche dans tous les domaines, le Congo connaît une croissance soutenue depuis environ 10 ans. Les autorités veulent profiter de ces forums pour soutenir la diversification des sources de l'économie. Notre objectif est d'accompagner le gouvernement congolais et particulièrement l'entreprise Congo Capital Entreprise dans son projet de développer le réseau électrique congolais. Nous avons, comme l'ensemble de nos membres, ont comme expérience d'avoir électrifié un pays, 95%, 98% d'un pays comme le Maroc. Le président de la République du Congo et les invités ont eu l'occasion de visiter les services des différents opérateurs exposés en marge de ces forums. Africa 24 n'a pas manqué de retenir l'attention du chef de l'État qui s'est arrêté devant le stand pour féliciter le travail qu'abat la première chaîne d'information panafricaine. Le forum ICB Investir au Congo-Brazzaville se clôture le 21 novembre. Samuel, ce forum Investir au Congo a notamment pour objectif la diversification économique. Est-ce que les autorités ont pris conscience de l'urgence de cette diversification avec la chute des cours du pétrole ? On peut le dire ainsi à travers l'organisation de ce forum. Organiser un forum, c'est toujours quelque chose de très agréable. Ça permet d'attirer les investisseurs, ça permet de s'ouvrir, ça permet de se trouver une vitrine pour la communauté internationale, les investisseurs étrangers. Maintenant, est-ce qu'au-delà du forum, il y a une reprise en main par le gouvernement sur les recommandations qui proviennent souvent de tels sommets ou de telles conférences? Là est toute la question. Je pense que pour la diversification des économies, il faut que l'État soit capable lui-même d'avoir une vision sur le long terme, de se définir des objectifs, de planifier cette vision et de se trouver les moyens pour réaliser cette vision. Et à ce niveau, il y a des accords de partenariat qui sont négociés. Je pense que nos États continuent de se comporter comme si c'était de petites entreprises. Un État, c'est quelque chose de gigantesque. C'est une infrastructure institutionnelle extrêmement lourde qui peut se permettre d'aller de se mouvoir sur la scène internationale, si je peux m'exprimer ainsi, qui peut aller chercher des investissements là où il veut à travers des politiques attractives sur le sol. Aujourd'hui, on n'est plus dans les années 1960
où des gens pouvaient se permettre d'arriver sur le continent pour faire juste leur business sans toutefois savoir où ils vont. Aujourd'hui, il y a des expertises, il y a des analyses qui sont produites tous les jours sur les États africains en termes de prospective. Tout le monde sait que tel pays aura à faire face à telle ou telle difficulté. Aucun investisseur aujourd'hui n'ira investir à partir d'un forum, même si, je le rappelle, le forum reste un cadre important, mais il faut une réappropriation et une planification interne qui suscite l'intérêt des investisseurs. Malik, très rapidement, quand le président Denis Sassou Nguesso parle de position stratégique du Congo, il a raison de dire ça? C'est normal, il est dans la valorisation de son pays. Hein. Le président, normalement, ça doit être le VRP de son pays, donc il doit avoir un discours, je dirais, positif. D'autant plus qu'il y a une échéance, hein, bien sûr, électorale, donc il ne peut pas dire autre chose. Je pense que les présidents africains doivent justement mettre en valeur. Je pense que c'est au rôle du chef de l'État, c'est de la diplomatie économique. Je pense qu'on est arrivé au temps de la diplomatie économique. Je ne dis pas que tous les États le font, tous les présidents le font, mais c'est à eux de porter, de faire valoir leur pays à l'étranger et surtout aux investisseurs qui parfois méconnaissent un peu le continent africain. Bien évidemment, la stratégie n'a pas toujours été la même. Hein. Je ne dis pas que tout est rose, mais il faut absolument, je pense, faire en sorte que les pays africains soient beaucoup plus connus des investisseurs internationaux. Le président Sassou Nguesso le fait, c'est très bien. Maintenant, effectivement, le Congo a beaucoup de potentialités dans le domaine agricole, hors hydrocarbures, parce qu'on sait très bien que le pays, justement, vous parliez de diversification, essaie justement de sortir de cette manne pétrolière, parce que l'heure est à l'urgence au regard des prix du baril. Donc j'espère que le Congo va arriver à cette diversification et d'autres pays pétroliers. Merci. Tout de suite, notre chiffre du jour. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari demande une rallonge budgétaire de 2 milliards d'euros. Ces ressources serviront à régler les subventions au carburant. La hausse des dépenses prévues et les pressions sur les recettes devraient entraîner un doublement du déficit budgétaire attendu au Nigeria en 2015. Gratien, on voit que ces subventions sur les produits pétroliers, c'est un problème qui traîne depuis assez longtemps au Nigeria. L'ancien président Goodluck Jonathan avait un temps envisagé de les supprimer, ces subventions, mais ça va entraîner la grève des importateurs de pétrole. Est-ce que le nouveau président a réellement une marge de manœuvre importante? Oui, il a une marge de manœuvre, surtout qu'il se lance dans une campagne de lutte contre la corruption. Ces subventions sont pratiquement inférieures au montant détourné du carburant. On parle des importateurs du carburant, mais le pays est producteur. Pourquoi le Nigeria devrait importer le pétrole alors qu'il le produit lui-même? Il faut mettre de l'ordre, lutter contre la corruption, et de cette façon, ils peuvent baisser les prix beaucoup, mettre surtout cet argent dans le raffinage du pétrole, et de cette façon, les Nigériens pourraient consommer le pétrole, disons, traité entièrement localement. Et on n'aura pas besoin finalement de subventions parce que ces subventions, ça sert en même temps à maintenir ce système qui je dirais, qui doit être dépassé, qui doit être amélioré. Espérons qu'à l'avenir, on n'aura pas besoin de subventions, mais plutôt de produire pétrole nigérien et en même temps qu'il y ait plus de corruption, de détournement de fonds. Alors Samuel, rapidement, comme disait Gratien, la nouvelle administration nigériane promet de rétablir la transparence dans le régime des subventions aux produits pétroliers. C'est une tâche qui s'annonce compliquée? C'est une tâche évidemment qui s'annonce compliquée au regard de la profondeur du mal. Je pense qu'au cours des dernières années, beaucoup n'a pas été fait pour normaliser et clarifier les choses. Je pense qu'il faut tenir un discours vrai. Et je pense que l'actuel président incarne bien la vérité. C'est quelqu'un qui a eu une vie modeste. Et je pense que les foules ne sont pas aussi idiotes que certains psychologues le pensent. Il faut parfois tenir des discours corrects et en incarnant soi-même ces discours. Les populations sont quasiment ou peuvent faire plus d'efforts si elles savent qu'à terme, il y aura des solutions beaucoup plus durables. Mais c'est parfois la communication et le comportement de ceux qui dirigent qui fait que le discours ne correspond pas à la réalité et la confiance n'existe plus au sein de la population. Donc je pense que s'il incarne bien la volonté qu'il veut de son pays ou l'image qu'il a de son pays, il suscitera l'adhésion des populations et celles-ci pourront peut-être l'accompagner dans ce processus.
Merci, c'est à présent la fin de cette émission et de cette semaine sur les enjeux de l'eau. La semaine prochaine sera sportive, consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. Malik, merci d'avoir été là. Merci Fanny, un plaisir d'avoir été avec vous-même, et Gracien et Samuel. Samuel, merci également. Merci Fanny, bonsoir. Et Gracien, merci. Merci Fanny, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.